Madame, monsieur, bonsoir. Juste au moment où je commence l'émission, Gabriel Gagnon, que j'ai le tort d'inviter à chaque fois, mais c'est une sorte d'addiction de ma part, donc je l'invite quand même, a failli me faire perdre mes esprits. Bonsoir, monsieur Gabriel Gagnon. Monsieur l'addicteur. Avez-vous votre petit bonbon dans votre poche? Mon bonbon, il est déjà digéré. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vais trouver autre chose. Vous avez une capacité de nuitance extraordinaire. J'espère. Ça va, Mike? Ça va. Beaucoup d'émotions? Oh, pas plus que d'habitude. La petite couleur rose, ça a une signification quelconque? Non, pas du tout. Une métrosexualité assumée. Très très bien. Et le Men in Black, ça aussi, ça veut dire quelque chose? toutes les victimes de Mike. Ça veut dire quelque chose, des hommes noirs, ça veut dire? Oh, c'est moins comme que je sache. Que je sache ce que ça signifie pour moi aussi. En fait. Ah ben voilà. Ah, que ça veut dire? Une sorte de... Je me rejoins à ta réponse. Ouais. On va laisser ça dans l'obscurité. Voilà. Nous allons, si vous voulez, dire en 30 secondes que la salle des réunions plénières de la région a été baptisée, disons, de Camille Darcière, une cérémonie assez émouvante. Nous étions tous les trois là. Mike, lui, a estimé que ce n'était pas suffisamment d'actualité piquante pour être là. Il avait des regards qui mettent une plaque, oui. Voilà comment on stigmatise le journaliste. Il y avait du bon monde, il y avait tout le public des amis, et de la famille, des parents de Camille Darcière. On l'a décrit naturellement comme étant le petit Jésus. Dieu seul sait que c'était pas le petit Jésus, c'était quand même pas Satan. Et souvent, je lui disais, tant il avait du charme, il avait une sorte d'aura et de charisme et de magnétisme au palais, je disais, mais Camille te manque un bon communicant, quoi. Si les gens te voyaient tel que tu es, le monde serait à toi. Voilà ce que je pensais de cette affaire. J'y ai rencontré M. Gagnon, avec son petit bloc prenant des notes précautionneusement, et j'ai rencontré M. Marajo. C'était quand même une belle cérémonie. C'était la première fois que je mettais les pieds à la région depuis le référendum, la consultation. Tu vas nous raconter ta vie, là? La consultation j'ai pris plaisir à retrouver. 2010, tu veux dire? 2010, c'est retrouvé mémoire. Parce qu'il s'en est passé des choses en 2010 dans Oui, ta je sais. Si vous voulez, on va parler d'un thème qui concerne tous les journalistes et qui concerne un peu particulièrement cette semaine qui concerne Mike. C'est la question de la diffamation pour la presse ou de l'injure. En l'occurrence, on va rester sur la diffamation dès lors que le magazine Antilla est cité par un homme politique, on peut l'appeler comme ça, pour diffamation. Et c'est vendredi que grand journaliste reporter Mike va se retrouver devant le juge pour répondre de ses propos. Alors je répète, je précise que pénalement, la diffamation, c'est une allégation ou une imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne ou d'un corps auquel le fait qui est imputé est une diffamation. Bon. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation, de cette imputation est punissable, donc le journal est punissable, le journal qui vous abrite est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative, interrogative, enfin, ce sont des choses que les journalistes, pas tentés que vous êtes, savent, mais je le dis pour les personnes, parce qu'on nous a reproché de nous embarquer dans des conversations. Nous connaissons donc les sujets, nous connaissons la problématique des sujets. L'auditeur parfois ne le connaît pas et puis ça devient un discours entre initiés. Donc c'est ça. Alors ça peut être fait par discours, par cri, par libelle, par affiche. Elle est publique ou privée et ça reste de la diffamation. On va laisser l'injure de côté, parce que l'injure, c'est exceptionnellement, c'est un fait qui dans le droit a la même signification que dans le langage courant. Ou joue en monde, quoi. C'est l'injure. Alors que la diffamation, ça peut être plus compliqué. Alors, de temps en temps, on voit que quelqu'un qui a prononcé, un journaliste qui a émis une idée qui peut porter atteinte à l'honneur, à la considération de quelqu'un, il est relaxé des faits de la poursuite parce que c'est une procédure qui est vraiment encadrée et jonchée, ponctuée de nullités, de difficultés, de telle sorte que la liberté de la presse soit quand même défendue. Mais une fois qu'on a passé ce cap des libertés, des nullités formelles,
Voilà, il manque un mot, il y a une erreur sur l'article énoncé. Une fois qu'on a passé ce cap, le tribunal condamne. Il condamne parce qu'effectivement, il fait également sauvegarder la dignité des gens de toute expression outrageante, de tout propos malveillant. C'est l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. C'est un qu'on voyait souvent sur les murs, interdit d'afficher. Alors, on va plus précisément parler de la plainte de M. Georges Van Takatapen pour diffamation à l'encontre d'Antilla et de M. Mikey Rask. Avec sérénité et puis détachement. Il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Vous avez été au courant vous avez compris de quoi il s'agit? Mike peut nous en parler, mais vas-y. Au courant, non. Compris, non. On t'a envoyé le papier, on t'a envoyé le journal. Mais la diffamation porte sur quoi? Et alors, il faut voir. Alors, autre explication technique. Parce que Van Takatapen, la diffamation, déjà, il faut remettre le contexte, tu ne l'as pas fait. Donc, fais attention. Hein. Et faire attention en même temps à ce qu'on dit, parce que l'avocat du diffamé, il peut prendre tout ça. Ouais. Donc, on est dans un exercice un petit peu difficile là. Non, aussi. mais c'est une somme très forte. Non, Monsieur Van Takatapen, nous supposons, fait le reproche en fait d'avoir reproduit les propos de M. Aguirre, qui consiste à dire qu'en lui ayant adressé une lettre par huissier contenant 600 €, après la clôture de ses comptes de campagne, que M. Van Takatapen lui aurait causé du tort. M. Azero l'a dit, et par là même, éventuellement, pu provoquer l'annulation de ses comptes de campagne, puisqu'il y avait des sommes qui n'y avaient pas été portées, et que ça aurait été volontairement fait par lui. Mike, tout le monde le disait, M. Azero l'a dit devant toute la presse, ils en ont parlé à l'occasion de meetings à Sainte-Marie, l'un a défendu l'autre, c'est quelque chose qui était sur la place publique, il n'y avait rien de... Enfin, juste pour préciser, en fait, l'opposition entre M. Azero et Van Takatapen, même si peut-être elle perdure, hein, cette opposition spécifique liée à cette somme d'argent date d'il y a à peu près un an. Je crois que c'était en avril ou en mai 2013. Et depuis, bon, je ne sais pas si chacun est resté sur ses positions, mais j'ai cru comprendre que, notamment lors de la récente campagne municipale, ça a continué d'alimenter certains échanges, quoi. Alors, à cette époque-là, vous vous souvenez, il y a eu un tas de points de discorde. On se demandait pourquoi Van Takatapen avait un conflit avec son ancien commandant, capitaine, général. Il était deuxième adjoint, très proche, on le voyait souvent sur les photos et tout avec M. Azero. Il y a eu un problème de titularisation, c'est dit que l'un reprochait, que Van Takatapen avait mis à partir peut-être le choix d'être titularisé, c'est tourné autour de ça. Il y a eu ensuite la délégation. Une délégation qui avait été donnée de gestion du personnel qui avait été donnée et qui lui a été enlevée à certains moments. Et apparemment, il n'en a plus ombrage. Et puis, il y a eu cette fameuse affaire. Alors, c'est une affaire sur laquelle on va informer les gens, parce que cette Marie, c'est la Martinique. Hein. Il ne faut pas croire que c'est pas la Martinique. Hein. C'est pas Fort-de-France, mais c'est quand même la Martinique. As-tu quelque chose à ajouter là-dessus? On attend pour voir, tranquillement. Écoute, c'est le maître mot pour l'heure, c'est diffamation. Après, est-ce qu'il s'agit de complicité en tant que véhicule des propos de M. Azero, de diffuseur ou de support de ses propos? Que je suppose que si M. Van Takatapen s'est engagé dans une procédure contre Antilla, il a sans doute fait de même contre l'auteur des propos, quoi. Nécessairement, c'est indispensable. Mais bon, on attend, comme tu l'as dit, un certain rendez-vous dans quelques heures pour en savoir un petit peu plus, quoi. Enfin, je veux quand même dire que Antilla n'a quasiment jamais été condamné, il faut qu'on puisse dire ça en passant, quasiment jamais été condamné pour diffamation. Je veux dire ça comme ça, quoi. Et puis Antilla a une politique, c'est de laisser porte ouverte à ceux qui l'assignent en diffamation. Alors il y a des gens qui nous assignent en diffamation et néanmoins ils nous envoient des articles, des papiers, des interventions et on les publie quand même. Nous faisons preuve d'une certaine éthique, quoi. On estime que bon, on continue quand même. Alors il en est, je peux citer, il en est de M. Malsa, il en est de Mme Duhamel, qui nous assigne vaillamment, Dominique Monotuka. On va parler de ceux qui assignent Antilla, on va parler de la problématique de la diffamation, de l'assignation du journaliste pour diffamation. Et nous publions quand même. Alors bon, ça c'est donc un premier fait. On peut parler en général, on peut ne pas fixer, déterminer, mais je tenais quand même à dire que la petite presse
vous n'avez jamais, vous, de problème d'assignation et diffamation. Très peu. Moi, sur mes articles jusqu'à présent, non. Mais on a été attaqué à diffamation. Oui. Mais pour un quotidien, statistiquement, il faut avouer que vous êtes peu attaqué. Parce que les gens. Statistiquement, oui, on peut être moins attaqué. On est peut-être peu attaqué par rapport à la. Le que ça, c'est 4 fois par mois. Et que les gens ont un petit peu le sentiment. Mais on est attaqué, ça arrive. Oui, mais le pays de braves. On gagne pas, ça passe pas, mais on est attaqué. Un pays de braves et de gens très peu opportunistes. Et puis qui ont bien compris que même si on a Sinantia, ils publient quand même leurs articles et leurs papiers, ils se disent bon temps, à Sinantia, parce que ça permet de décaler l'émission par rapport à leur adversaire. Non, il y a un parti contre nous, mais ça leur importe peu de savoir qu'il faut défendre un journal, qu'il faut payer un avocat, qu'il faut que l'avocat y ait sans être payé, parce qu'il est militant. Ça, c'est très pénible. Je vais raconter juste. J'avais suivi une affaire de diffamation à Paris, à la 17e chambre, qui est la chambre additionnelle des affaires de presse. Oui. Et ça concernait Lucette Michaud-Chevry, qui avait attaqué le VSD pour diffamation. Ça portait sur une affaire de marché offert à une société pour les reconstructions de maisons après le passage du cyclone Hugo. Elle était maire de Basse-Terre. Et il y a un citoyen de Guadeloupe qui avait avait porté les éléments au journal VSD disant que Mme Michaud-Chevry a outrepassé ses compétences puisqu'en réalité il y a eu abus de biens sociaux, etc., voire des tournements de fonds publics, bref. Elle a attaqué le journal pour diffamation. Et pour passer en tribunal, donc quand on attaque en diffamation, il faut amener les éléments de preuve de ce qu'on estimait de diffamation, et on demande à celui qui est censé avoir diffamé d'apporter les preuves, qui n'a rien dit, qui n'a pas diffamé, mais qui amène des éléments de preuve. Il s'est avéré qu'en réalité, les éléments de preuve étaient suffisamment probants pour que le tribunal ne retienne pas la diffamation, mais en revanche, entame une procédure contre Mme Michaud-Chevry et la condamne pour insincérité. Donc, pour quelle raison? La mécanique était simple, c'est que les fonds attribués au marché, à la société pour pouvoir faire ce marché, débloqués par la mairie, ont été attribués à une société qui au moment où le conseil municipal délibère, n'avait pas été déposée dans le tribunal de commerce. Il se trouve que la date de création de la société, le dépôt des statuts, ont été déposés 3 jours après la délibération. Postérieurement. Bon. Et il se trouve que pour le paiement du marché, M. Michaud-Chevry avait été condamné par la Cour des comptes pour être comptable de fait, puisque les fonds n'étant pas débloqués par le trésorier payeur avaient été passés par ses propres fonds, ou bien elle avait ordonné elle-même le truc. Bon, il y avait un détournement de procédure. C'est ça. Et donc condamné pour insincérité. Et en réalité, dans l'affaire de la diffamation, entre la première audience où il avait un avocat, et il a été très maltraité, et la deuxième affaire qui portait beaucoup plus sur la réalité du marché, elle a échangé d'avocat. Elle s'était défendue par le bâtonnier Stasi. Qui est mort, Mario. Bon, Mario Stasi. Il vient de mourir. Du coup, la position de la prévenue changeait par rapport au tribunal. Et Lucette Chevry, c'était à propos de ce financement, d'avoir pris de l'argent public, d'avoir utilisé l'argent public, passé par son compte elle-même. Et elle a eu cette phrase forte de l'appui de ce bâtonnier, en disant mais c'est l'argent public, c'est pas de l'argent qu'on peut détourner, puisque celui qui émet le mandat, c'est trésorier payeur général. S'il émet un mandat, c'est qu'il estime que les pièces fournies pour pouvoir émettre le mandat sont suffisantes. Donc s'il a mis ce mandat sur un compte qui était censé avoir d'une association à mon association pour payer l'autre, c'est lui qu'il faut poursuivre, pas moi. Mais tout ça venait d'une diffamation. Donc tout ça pour dire qu'en réalité, en diffamation, en presse, on peut déclencher beaucoup de choses, mais que la presse qui est assujettie pour diffamation, ce n'est pas nouveau, ce ne sera pas la dernière. Tout dépend quel est l'élément sur lequel on s'appuie pour dire qu'il y a diffamation. En l'occurrence, sur ce dossier, il y a eu un propos rapporté publiquement, si je comprends bien. Je n'étais pas là ce jour-là. On m'a dit que Jean-Van Graben porte plainte pour diffamation contre Antilla et contre Michael Ayers, auteur de l'article dans lequel il y a diffamation. Cet article date de d'avril. De près d'un an.
De avril-mai 2013. Avril. Nous sommes en... Oui, mais la plainte a été déposée dans les délais, certainement. Ah non, mais attends, Non, c'est pas une citation directe, c'est une plainte de volonté. C'est parce qu'on a deux voies, on a la citation directe, Ouais. effectivement, on la fait soi-même, il faut qu'on la fasse dans les 3 Donc mois. là, en fait, c'est l'affaire qui va passer au tribunal un an après. Non, Mais si la plainte elle est non, c'est déposée... une citation devant le juge d'instruction, parce que c'est une plainte d'inconstitution de partie civile, Oui, avec mais, une instruction formelle, mais il n'y a pas d'instruction. On attend un an pour déposer une plainte? Non, le fonctionnement un de an? la justice. Il n'a pas attendu un an, je pense qu'on verra. On verra le dossier. Bon. Ton avocat verra le dossier, Mike. N'est-ce pas? Et il sera soulevé ses Bon, délits. donc ceci étant, Bon. diffamation, pas diffamation, c'est un petit peu le risque du métier. Je voudrais parler Nous avons de notre aspect à des vieux professionnels que vous êtes, Mike l'est devenu. C'est la façon en général. devenu un vieux professionnel. Ouais. À cause de la différence. Entre le début de l'émission et maintenant. Non, je ne voudrais pas qu'on soit ni bisounours avec les confrères, enfin les confrères entre parenthèses, enfin les journalistes, ni non plus les attaquer, mais c'est sur un fait qui est relativement intéressant. C'est dès lors qu'il n'est pas considéré de façon publique et notoire comme n'étant pas journaliste et qu'on va puiser des informations chez lui. C'est Gilles Desgras et son site Bonamant-Jacques. Il faut quand même qu'on parle des choses dont on ne parle pas ailleurs et personne n'en parlera, sinon nous, avec notre témérité, sinon notre folie. C'est un article de Bonamant-Jacques sur son site qui annonce une mise en accusation sur le volet de diffamation de l'affaire du Sérignan de l'université, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, si vous le voulez bien, et en précisant que c'est bon à l'égard des dirigeants du Sérignan, en évoquant des mails de harcèlement qu'ils auraient envoyés à l'égard de Mme Mancé-Caster, en expliquant que le 7 mai 2014, très précisément, il précise, a eu lieu une audition du tribunal de grande instance de Fort-de-France, où il cite les noms, M. Selimane, Logosa et Éric Carpin ont comparu devant le tribunal pour diffamation. Il dit simplement, il dit, a eu lieu l'audition. L'audition, il ne dit pas la comparution, il dit l'audition. C'est important que vous êtes habitué aux audiences au tribunal, vous savez que chaque chose a un nom devant un tribunal. Et harcèlement moral, et que, à la suite de tous les mails, comme je vous l'ai dit, et nœud et destructeur qu'il a reçu, et il précise que ces 3 membres du Sérignan ont été mis en examen, que le procès aura lieu en juin 2014. Et ça, c'est sur un petit paragraphe de 5-6 lignes où il y a 4 éléments de diffamation. Premièrement, ils n'ont pas été entendus. Deuxièmement, il y a eu plainte effectivement, mais de part et d'autre, de Mme Mancé-Caster et d'eux-mêmes. Ils ne se préoccupent que d'eux. Enfin, il dit qu'ils ont été mis en examen et ils n'ont pas été mis en examen puisqu'ils n'ont pas été entendus par un juge. L'affaire est restée dans le cadre d'une enquête préliminaire où ils sont entendus par les services de police pour inscrire le dossier qui sera renvoyé au parquet. Le parquet décidera ou non d'envoyer ces personnes devant un juge d'instruction qui, lui, en présence de l'avocat, ça c'est formel, pourra les mettre en accusation. Et puis c'est mécanique, et puis Gabriel connaît ça bien. Le droit pénal, la procédure pénale, c'est raché coupé, comme il expliquait tout à l'heure pour l'affaire de Mme Michaud-Chevry. Et il précise même que le procès aura lieu en juin 2014. D'où vient l'information? Notre ami Bonamant-Jacques réside maintenant à La Réunion, d'où il peut très bien faire marcher son site. C'est la magie de l'informatique. De l'Internet. Donc on ne saura jamais comment il a su ça. Mais il n'empêche que toute la presse officielle, sauf le journal France Antilles. Sauf le journal France Antilles. Si tu cites toute la presse, tu cites tout le monde. Alors, Martinique Première. Parce que France Antilles n'a pas évoqué ça. D'ailleurs, quand je t'ai appelé, tu es tombé des nues, j'ai vu qu'ils sont là, c'est sûr. Antilla non plus. Antilla n'a pas. On devrait dire ceux qui n'ont pas, mais on va dire ceux qui ont. KMT a repris l'information. Martinique Première a repris l'information. Et a été arrêté à temps par notre ami Philippe Edouard-Mariette, qui est l'un des conseils du Sérignan. Bon, là-dessus, moi, je trouve que c'est... Non, je ne fais pas de commentaire, mais je trouve que c'est quand même paradoxal que le garçon qui s'est fait même chasser Manu Militari un jour de la région parce qu'il n'était pas journaliste, se voit puiser chez lui des infos par des organes qui sont des organes... Enfin, il y a peut-être un terme qui peut apparaître paradoxal par rapport à tout ce que tu as développé précédemment. Tu parles d'information. Et manifestement, tu sembles contester 99% du contenu des 4 lignes. Ah non, mais en conclusion, ils n'ont jamais été entendus par être. Donc voilà, je l'ai peut-être pas dit. Ce ne sont même pas des informations. Ils n'ont jamais été mis en accusation et ils ne sont pas mis en accusation. Ils ont été entendus dans le cadre d'une enquête préliminaire sur une plainte qu'ils ont portée et il n'y a pas d'audience le mois prochain. Donc en fait, ça relève de l'invention alors en fait.
Je ne sais pas. Je sais pas. Qualifie comme tu veux. Non, ça n'existe pas. Pourquoi veut-on parler de quelque chose qui n'existe pas? Parce que c'était repris par la presse. Et qu'on est un petit pays et que ça a été repris par une grande partie de la presse. Bon alors, parlons peut-être comment on travaille dans ce pays, comment on travaille dans les rédactions. Oui, on y vient. D'accord. Donne-moi l'aspect qui te préoccupe, qui t'interpelle. Quand on a une information, on est censé la vérifier, la contre-vérifier et la survérifier. C'est le béaba du métier, quand on est journaliste professionnel. Quand on est en rédaction, quand on a une information, il y a un filtre, enfin il y a une hiérarchie éditoriale, il y a un rédacteur en chef ou un chef d'édition qui, lui, valide pas et s'assure que ce qui va être publié ou diffusé ou émis sonorement a une solidité et a une validité. Surtout quand c'est délicat comme ça. Quel que soit. Si on se précipite, si on ne vérifie pas, et malheureusement, je ne vais pas m'arrêter jusqu'à là, il ne m'intéresse pas. Malheureusement, dans ce métier, dans le monde entier, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la course au scoop, la rapidité de la diffusion de l'information par rapport à ces véhicules aujourd'hui numériques, qu'ils soient Internet, qu'ils soient Facebook, qu'ils soient Twitter ou autres, fait que le délai raisonnable de travail et de vérification d'information est raccourci de plus en plus au point qu'il n'existe quasiment plus. Et conséquence de cette histoire, c'est que dans l'esprit du public, la différence entre ce qui est blog, donc humeur, ragot, éléments de rumeur, fausse information, et la vraie information, il n'y a plus de différence. Oui, mais là, ce sont les professionnels qui ont repris l'information. Ils sont condamnables. Point. Ils sont condamnables. Bien, monsieur le procureur. Qu'est-ce que tu en penses, Eddy? Moi, je pense que tout ça traduit depuis quelques années. Attends, excuse-moi, la TV n'a pas repris, hein, tu ne sais pas ça. Oui. Vas-y, l'IACI, vas-y. Bon, tout ça traduit. Bon, mais on va pas. Non, mais là, J'en faisais la remarque à Gabriel avant le début de l'émission sur le fait qu'on est sur 1000 km² et on est probablement un des territoires le mieux pourvu ou le plus pourvu de médias. Et Gabriel, avec son humour ravageur, me disait qu'aujourd'hui, un type qui a un petit malaise gastrique va créer un blog pour en parler, quoi. Donc, je ne veux pas faire de similitude, hein. Mais on en est là. On en est à... Alors, Mike va se moquer de moi parce que je ramène tout à la psychiatrie. Mais je pense qu'un certain nombre de médias sont utilisés par leurs auteurs pour exister, et cette espèce de rapport narcissique à la communication, à mon avis, est extrêmement dangereux. On ne communique pas pour exister. Mais les blogs sont faits pour ça. Non, je ne parle pas que des blogs, hein. Je parle des médias de manière générale. Non, alors peut-être que restons sur la piste de Gérard, blog. Non, on va parler des blogs, mais attends, tu vas voir que c'est la même chose. Non, mais il a trop ça. Mais voilà pourquoi je dis ça. Mais il y a des médias qui excluent l'idéologie de leur auteur. Moi, j'ai la chance de produire de l'information et d'avoir été victime de ce que vous avez évoqué, ok, notamment la diffamation, etc. Et c'est intéressant des deux côtés. Et on mesure l'impact, ok. Donc l'idée c'est quoi? C'est que, et là je veux ouvrir plus largement, on ne fait pas ce qu'on veut ou quand on veut sur un petit espace. C'est ça qui doit nous guider. En disant la chose suivante, bon, 50 millions de km², 100 millions de km² ou 300 000 km², bon, il y a des choses possibles. Sur un espace aussi petit, tous les éléments de notre vie quotidienne doivent être pesés. Voilà, c'est ça que je veux dire. Et encore plus dans ce qui fait écho, connaissant notre histoire, connaissant notre culture, connaissant notre capacité à détruire notre environnement juste par les mots. Donc, le message, il est très clair. C'est quand on commence à combiner narcissisme et communication, il y a un problème sur une petite île comme ça. Okay? Exister à travers ce qu'on dit, et on le connaît tous, puisque
dans les dîners en ville, nous rappelons en parole inutile, et puis on n'en mesure pas les conséquences. Ouais. Bon, quand ça prend, et là je reviens sur le blog, quand ça prend une forme qui est une forme numérique, c'est-à-dire inarrêtable, ça devient non seulement dangereux, mais pire que ça, mortel. Et ce genre de truc, j'en ai été victime. Certains d'entre vous ont été victimes. J'en ai été victime aussi. Il y a un moment où il faut dire arrêtez, quoi. Et de la même façon qu'on insulte les gens dans la rue, on peut les insulter là. Et voilà, cette problématique-là, elle est présente, et d'autant plus présente sur des tout petits territoires. Donc la même façon qu'on protège, par exemple, quand Malsa dit il faut protéger les îlets, il ne faut pas que les gens montent sur les îlets parce que ça a un impact sur notre vie quotidienne, et puis qu'au bout de 10 ans, les gens acceptent cette idée-là, ben je dis la même chose. C'est-à-dire que quand on communique dans un média, il faut faire attention à son environnement. On est dans une biosphère, eh ben, pour la presse aussi, il y a une réflexion sur la préservation de la biosphère. Parce que, je dis ça souvent, nous quand jouons un monde, ok, ou bien nous quand balancer un bagarre dans le journal, et puis le même jour, tu vas faire tes courses. Quand tu es à Paris, que tu fais du Mediapart, par exemple, tu risques pas de rencontrer le type que tu as explosé dans Mediapart, dans la rue. Mais ici, on va le retrouver dans l'hypermarché. J'ai moins de chance de tomber sur lui. Bon, et puis laisse-moi finir, Gabriel. Laisse-moi finir. Et ton verre ou ta bouteille tombe, et le type que tu as insulté, c'est lui qui va ramasser pour ça. Ouais. Tu vas lui dire merci. Avant que Gabriel te contredise, moi je dis que tu dois respecter, quel que soit l'espace et le lieu, tu dois respecter avec autant de vigilance les droits et les je ne parle pas des droits. Je suis plus. Non, je ne parle pas des droits, parce que là on est sorti du droit. On est sorti du droit, parce que Mike. Ou l'image de la personne, ou l'intimité de la personne. Rentrons dans le camp de l'invention. Ouais. Quand tu inventes un truc sur quelqu'un à Paris et que le type est à Nice, ok, l'impact sur le mec de Nice, ok, il n'est pas immédiat, il est pas. Attends. Le type il a une famille, un quartier, un environnement. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. C'est là que non, mais attendez, il me manque. Non, mais attends. Non, je n'ai pas développé. Non, mais si j'avais développé et que vous m'aviez compris, vous ne m'auriez pas répondu ça. Donc je me suis mal fait comprendre. Non, je suis mal fait comprendre. Le type, tu ne le vois pas. Tu comprends? Tu ne lui dis pas bonjour, tu ne parles pas à ses enfants. Or ici, tu vois, c'est cette hypocrisie. Le contact direct. Je t'ai compris. Voilà. Et puis Mike parle un petit peu quand même. C'est pour ça que je vais. Non, c'est pour ça que je rentre pas sur. Eddie parle dans la traduction qu'on a à comprendre dans son discours. C'est attention à ce qu'on lui disons, parce que les relations que nous avons dans ce pays. Si on va trop fort, l'autre on va le rencontrer, ça va décrire. On pas dit trop fort. Si on ment. Non, mais je traduis. Mais trop fort, c'est pas ça. C'est un peu faible, trop fort. Je traduis ce qui va être perçu. Non, je veux pas de ça. Je préfère dire si on ment, si on triche. Non, mais oui, voilà, c'est ça. Tu as dit quelque chose de très fort. Attention. Non, j'ai pas dit ça. Il faut faire l'impact des mots. Cela veut dire que ce soit la Martinique, que ce soit sur une espèce plus grande, dès qu'on a inventé quelque chose, qu'on a menti, l'impact est dévastateur et aussi grand que si c'est la Martinique ou un plus grand espace. Je ne suis pas d'accord. Non, mais on ne va pas faire un débat sur les gens, c'est votre opinion. Deuxième chose, par contre, sur le travail du journaliste, si journaliste, le travail fait correctement. Je vais prendre un exemple. L'affaire Mediapart et Cahuzac. L'autre jour, l'auteur de l'enquête sur le compte caché de Cahuzac a eu à s'expliquer longuement sur France Télé. Et il a expliqué un peu comment toutes les mêmes choses sont mises en place. Comment lui, à partir du moment qu'il avait, il a interrogé, il a interrogé, il a rencontré Cahuzac. Ça n'a jamais existé, etc. Mais Cahuzac du genre, si vous sortez ça, vous aurez des problèmes. Le mec, non, je sors, j'ai des débats. Il y a eu pression. Donc il n'y a pas que la Martinique, il faut avoir des pressions. Dès lors qu'on a des éléments probants sur quelque chose qui atteint à la morale ou à l'ordre public au sens très large, détournement de fonds, pas détournement de fonds, utilisation frauduleuse ou pas, on a l'information dès qu'elle est vérifiée, contre-vérifiée. Les intérêts de la société, les intérêts de la société, il est du devoir du journaliste de le faire sortir.
de la presse, tout en mesurant, sachant ce qu'il y aura comme réaction. Mais si on est sûr de ce qu'on a, on est béton, on ne doit pas lâcher. Mediapart l'a fait, Le Monde l'a fait, les journaux qui ont des éléments, quand ils sortent des enquêtes, c'est du béton, ça ne lâche pas. Il y a des pressions. Si en revanche, on sort quelque chose qui n'est pas vérifié, comme je l'ai dit au départ, on sort une rumeur, parole inutile, un mensonge, une diffamation, il vaut mieux savoir qu'il peut avoir des pressions. Mais celui qui le fait, qui fait le mensonge, qui fait la diffamation, quand il le fait, il s'en fout de la pression. À la limite, il estime qu'il fait une pression parce qu'il salit. Il diffame. C'est ça son plan. Voilà. Donc le travail, confondre, et c'est là que quand Eddy utilise le mot média, Eddy blog après. Je crois que, j'ai dit, dans l'esprit du public, il y a une confusion qui s'installe entre ce qui est du travail des journalistes professionnels et ce qui est du travail de ceux qui ont des humeurs gastriques, comme j'ai expliqué tout à l'heure. J'ai une humeur gastrique, celui-là m'énerve, je vais sur Internet, j'ouvre une page, je fais un blog et je balance, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. Oui, je peux quand même dire un mot. Non, tu peux cadre de l'émission. Je peux quand même dire un petit mot. Je t'en prie, je vais finir. Je suis autorisé à dire. Il faut que dans l'esprit du public, on ne fasse pas la confusion en ce qui est des médias. Le média, c'est le support d'information, radio, télé, télévision, qui existe sur Internet aussi, parce qu'il y a des canards sur Internet, qui sont des canards faits par des professionnels de l'information, respectueux des règles déontologiques. Et les règles déontologiques, ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a un code du travail qui définit le statut de journaliste professionnel et qui définit le périmètre d'intervention dans lequel on travaille. Il y a une tradition déontologique et puis il y a... il faut peut-être le rappeler. Il y a une charte. Et ceux qui ont, comme je l'ai dit, et je répète, une humeur gastrique, je fais un blog, je balance, j'écris n'importe quoi. Mike. Non, je crois que l'hypothèse ou le postulat d'Eddy du blog ou du média, quel qu'il soit, comme un espace de valorisation narcissique, bon, ça c'est imparable. Enfin, que Gabriel décide de faire un blog consacré à ses sujets de prédilection politique ou Eddy, et que sur le mois, il se rend compte qu'il y a eu 4 visiteurs, forcément, bon, ça fait pas plaisir, etc. Par rapport à ce qu'il aura posté ou Eddy, etc. Après, je crois que pour l'exemple en question, de l'article, du texte de mon amant Jacques, il faut aussi en revenir à des considérations éminemment pragmatiques liées au blog. Enfin, Gilles s'en félicite et s'en vante très régulièrement de son nombre de visiteurs. Ouais. Le dossier Seregmia, l'affaire Seregmia, on en parle quand même depuis des semaines, quoi. Et on a quand même davantage entendu, pour le moment, Madame Mancé-Caster et ses partisans, ce qui draine d'ailleurs, me semble-t-il, je ne sais pas si vous serez d'accord, quand même, on a l'impression que dans l'opinion, elle est c'est pas ce que je voulais dire. qu'elle est tout à fait soutenue, il y a un comité de soutien, on entend des témoignages d'hommes et de femmes. Tu sais, dans ces émissions radiophoniques, on laisse des messages. Elle bénéficie d'un courant d'opinion extrêmement favorable. Donc Gilles est totalement au fait de ça, de ce vent favorable qui porte Mme Mancé-Caster depuis des mois. De ce paradigme. Donc quand il met une... Après, qu'est-ce qu'il faut mettre comme... Qu'est-ce qu'il faut que j'emploie comme terme? Une information... Fais attention. En ces temps troublés, une information comme celle-là. Il sait bien que ça va créer du buzz immédiatement et que, parce que, comme tu l'as dit, les gens réagissent aux mots-clés, quoi. La preuve, on tombe tout dans le piège, on en parle. Même c'est loin, ça voulait dire. Non, c'est pas un piège. Dès que tu vois mise en examen, ça y est, tu cliques. Hein. Ouais. Moi, je vous dis sincèrement que ce qui m'étonne dans ça, c'est que la grande analyse, la grande démonstration qui est juste, qui est vrai, mais qui est théorique, qui est abstraite de Gabriel sur la scission, la dichotomie, la rupture qu'il faut bien faire, conceptuelle entre le blog et le journaliste professionnel avec l'information. Elle tend de moins en moins à exister puisque des professionnels vont puiser l'information chez les blogueurs. C'est ce qui est arrivé là. Le vrai professionnel ne va pas puiser l'information chez le blogueur.
Ah, ce sont des gens qui ont le quart de Le journaliste. vrai professionnel ne va pas puiser l'information chez le blogueur. Mais il en reste S'il pas la beaucoup, voit il en chez le reste pas blogueur, beaucoup. Il en reste pas beaucoup. s'il la voit, il va aller vérifier Oui, si mais on oui a ou non compris c'est vrai. ça, que D'accord? c'est que- Non, mais oui. non, on n'a pas Mais compris ça. il y a des organes ici qui Gérard, sont des organes arrêtons de avec faire- des gens qui ont leur carte de presse, qui sont Ce- allés prendre une information chez un Ils blogueur vont- et qui l'ont fait passer Gérard, pour je information. co- C'est une réalité, tu ne peux pas évacuer ça. M'a fini de dire où la nuance. C'est pas en les qualifiant de non professionnels que tu vas. Je viens de faire la nuance. gravité du fait. N'est-ce On pas? peut voir une information, Soutenez-moi. on peut voir quelque chose sur un blog, mais on se doit de vérifier avant On a de la compris ça, reprendre. on a compris ça. Non, on n'a pas compris. La preuve, pourquoi mélanger pas moi? Oui, mais, Bon. Eddie et Mac, on t'a tous répété qu'en réalité, cette Mais il faut cette faire ce structure- distinguo Il aussi faudrait- abstrait que ça puisse un être, vœu- il faut le faire. Oui, mais ça peut rester un vœu pieux, parce que les Eh temps ben, ont évolué. Eh bien, qui veut pieux, mais ça, c'est qui va faire toute la différence peut-être, Mais je suis d'accord avec jusqu'à toi. l'arrivée. Ben, Et puis, à mon avis, dans le désir de Gilles de faire du buzz, il ne faut pas oublier aussi que pour ceux qui fréquentent et qui consultent régulièrement depuis des mois ou depuis des années Mon Amant Jacques, connaissent les inimitiés politiques Oui. de Gilles Desgras, dont il ne fait pas mystère. Oui, donc, et comme le dossier Seregmia est connecté, après je ne sais pas si c'est une connexion massive ou une connexion minimale. Attention à ce que tu dis. Oui, vraiment, tout est pesé. À ses ennemis, donc avec délectation il donne une avec information fausse. un homme politique aussi de premier plan. Et l'article de Mediapart dont on va parler, on va y venir. en Oui, parle. tranquillement, Peut-être oui. aussi que dans la démarche de Gilles, il y a eu cette volonté aussi de montrer que... Oui. Moi, j'aimerais intervenir sur ce que Gabriel disait, pour aller plus loin. Il parlait de vrais professionnels, ok, et de l'intervention du journaliste de Mediapart. Bon. Moi, je voudrais quand même souligner ça. Même les vrais professionnels, même les gens qui ont du métier, utilisent leurs médias ou ont la tentation d'utiliser leurs médias pour aller dans cette veine narcissique ou la prise de revanche. Ok? Le truc de Cahuzac, par exemple. Edoui Plenel, il faut quand même rappeler, parce que personne n'ose le faire. Edoui Plenel était dirigeant du Monde avec son pote Alain Menck et son pote Jean-Marie Colombani. Et Plenel, Colombani et Menck se retrouvent dans le bureau de Sarkozy pour réécrire ses discours. Donc aujourd'hui, le Edoui Plenel, tu sais, qui donne des leçons, pro-chevalier, qui déchouque, etc., ce même mec était l'un des mecs les plus puissants de la presse française, à l'époque où il était au Monde, avec Jean-Marie Colombani et Alain Menck, et conseillait un type qui aujourd'hui est son ennemi préféré, Nicolas Sarkozy. Donc l'autocritique de la presse me paraît urgemment nécessaire. Donc, pour que les gens qui nous écoutent, il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Il n'y a pas les bons professionnels d'un côté qui ont des médias classiques et puis les mauvais blogueurs. Il faut faire attention. Je tends à croire un petit peu ce que... Il faut faire attention. Parce que Edoui Plenel donne des leçons, le croisé, etc. Le pro-chevalier. Pro-chevalier. Mais bon, là, j'ai quelques citations. Il y a un type qui a écrit un bouquin sur Le Monde, vous vous rappelez? Il a été viré. L'un des rédacteurs en chef du Monde qui disait mais le système c'est le système, les mecs qui aujourd'hui dénoncent et qui déchouquent un bouquin comme ça, il disait mais je vais vous dire la vérité, on était tous dans le même bateau et on allait manger chez Sarkozy. Ok, donc il n'y a pas de manichéisme, en fait il faut faire très très attention et cette espèce de ligne de fracture entre les vrais professionnels qui respectent les déontologies, etc. Et puis les mauvais blogueurs qui se prennent pour des machins. Ouais. Je pense qu'il faut faire très très attention. L'information, la qualité de l'information n'appartient à personne. À personne. Et d'ailleurs, je vais Je vais amener... Non, tout le monde. Elle n'appartient à personne. La qualité de l'information appartient à ceux qui respectent les règles de ce métier. Le problème, Gabriel, juste une info, c'est que les vrais professionnels de l'information ont souvent leur information venant de gens qui ne sont pas des vrais professionnels. Ok? Les informateurs, entre guillemets, de la presse, c'est-à-dire les sources, ne sont pas souvent de vrais professionnels. Une source est multiple, l'origine des sources est multiple. Non mais attends, je suis d'accord avec toi, mais un type qui a une information et qui n'est pas un vrai professionnel,
peut être légitime à la donner, peut être légitime à la porter, peut être légitime à dénoncer. Simplement, ce qui lui manque. Laisse-moi finir. Sur ce terrain-là. Oui, non, mais attends. Moi, je suis sur ce terrain-là parce que l'espèce de, comment dirais-je, Ligne de démarcation. de démarcation, on va dire, cette espèce de dichotomie sévère entre les pros et les non-pros. Tu as raison de dénoncer le mélange des genres et la confusion. Tu as raison. Par contre, tu as raison. Non, mais Gabriel a dit qu'il y a des mauvais pros. Non. Ce que je voudrais dire ici, c'est que beaucoup de pros tirent leur information d'un monde qui est interlope, qui est bizarre, qui est parfois critiquable. Et il faut le dire, il faut le reconnaître. Et les vrais pros certains vrais pros mangent à tous les râteliers. Oui. Exemple. Oui, alors attends, excuse-moi. Je ne vais même pas parler d'Al Kabash. Non, attends. Là, on est parti, je notais, on est parlé sur la véracité de l'information. On a une information, on va la vérifier, on va la contre-vérifier, on va la sur-vérifier. Je ne suis pas sûr qui est la source. Oui, quand on reçoit une information, oui, qui est la source, mais c'est surtout ce qui nous donne comme information qui doit être vérifié. Et la vérité du métier, c'est qu'une fois que c'est vérifié, contre-vérifié et sur-vérifié, bon, on la sort, elle est béton. C'est ça. Ce n'est pas parce que j'ai eu une information chez XY, il y a un tel, que l'information qu'il me donne, je ne vais pas la vérifier, je vais la vérifier. Je voudrais elle est vérifiée. Et l'information, ce qui compte, c'est qu'une fois qu'elle est sortie, elle est valable. D'accord. Alors, ces éléments théoriques et abstraits que vous avez... pas abstraits, monsieur, c'est en vérité. Théoriques que vous avez énoncés, ces principes que vous avez énoncés, ce sont des principes. Oui. Principes, et ça fait fonctionner 95% de la presse nationale. Je voudrais que nous voyons s'il s'applique à un événement médiatique assez important qui traite d'un très gros problème local. C'est quand même l'article, on parlait du net, c'est toi qui as amené le sujet, à la limite je ne comptais même pas en parler. C'est l'article de Mediapart. Non, on fait une émission, avance. On peut faire un peu d'humour et que tu ne fasses pas comme si, comme un éléphant dans la marquette porcelaine. C'est toi qui parles de donc je vous disais, cet article qui est intitulé un laboratoire a siphonné des fonds européens, Université Antilles-Guyane, les fonds européens ont été siphonnés à grande échelle, c'est rajouté donc dans le titre de l'article, a précisé que Mediapart c'est un magazine, enfin un journal qui est en ligne, hein. Un média qui est en ligne. Un média qui est en ligne. Ouais. Et alors, qui précise des millions d'euros de subventions européennes ont disparu dans des montages opaques, que la nouvelle présidente de l'université parle de système mafieux, ensuite il parle d'un impressionnant système de détournement de fonds, sans que jusqu'à ces derniers mois personne ne trouve rien à dire, à tous les niveaux, que presque toutes les autorités concernées, tu permets, que presque toutes les autorités concernées ont failli et que ça s'appuie sur un rapport de la Cour des comptes et ça s'appuie également sur un rapport du Sénat, et le journaliste ensuite énonce un certain nombre de faits qui peuvent être décomposés en 7 chapitres, sur les méthodes, sur le système qui est utilisé, sur la fragilisation de l'université par la gestion de ses fonds, sur les fausses facturations. Ensuite, il parle de, je vous cite les chapitres, ce l'article est très long, sur l'existence de fausses factures qui ne correspondent pas au projet des chercheurs qui n'ont pas participé, pour certains, aux travaux qui sont des travaux faits sous l'égide de l'Europe. Hein, ce sont les fonds européens. Cet article évoque encore la façon dont les marchés ont été passés, donc ce qu'on appelle le délit de favoritisme. Et puis j'en ai presque terminé. Et puis ensuite il y a un long chapitre sur la délit de favoritisme, un long chapitre sur ensuite la complicité de tacite des autorités de l'État et puis des institutions. À propos de ce. Et quand on lit l'article. Je l'ai lu et je suis malheureusement juriste, je me rends compte qu'il y a à ce niveau d'expression d'opinion, il y a des choses qui n'ont pas été comprises sur le plan technique par le journaliste. Je pourrais commencer par faire une analyse très longue de tout ça, mais je me rends compte que cette jeune personne est en train de commettre sur les concepts même
concept de financement européen, il y a une incompréhension des mécanismes sur des notions, notamment des fonds éligibles ou pas éligibles. Je prends l'exemple comme ça, que des fonds éligibles seraient des fonds qui seraient considérés par l'Europe comme ne concernant pas au projet, mais qui ont été perçus et touchés par le laboratoire, ce qui est absolument faux. Les fonds inéligibles ne sont pas touchés, ils ne sont pas perçus, ils sont simplement rejetés. La façon aussi de traiter de dossiers qui sont d'enquêtes qui sont faites et qui sont, vous connaissez le jeu des enquêtes, la Cour des comptes ou les commissions administratives, on vous envoie un rapport, on pose des questions, donc de s'arrêter à un point T d'une enquête administrative qui n'est pas terminée ou bien d'un rapport qui n'est pas achevé, et puis de tirer un jugement, etc. Alors ça, c'est encore une autre façon, comme tu le disais, toi, d'être influencé par l'origine de l'information. C'est aller prendre une information de clan, d'une partie, je ne dis pas d'un clan, c'est péjoratif, d'une partie qui est impliquée, d'acquérir cette information, de la considérer comme acquise, de manquer de vigilance, et à partir de là, de partir au combat contre l'État, contre la région, contre... Moi, ça m'intéresse cette affaire, pas dans le détail, c'est pas ça qui m'intéresse, mais ce n'est qu'une nouvelle traduction de la toute-puissance médiatique. OK ? Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que les médias, et c'est une réflexion qu'on mène ici régulièrement dans cette émission, est-ce que les médias sont les bras armés de la vérité ou de la vérité? Je n'ai pas envie d'aller plus loin et de rajouter d'autres vocables. Ou est-ce que les médias choisissent de temps en temps d'être les bras armés des règlements de compte, c'est-à-dire des sphères d'influence? Et toute l'histoire de la presse indique très clairement que le choix n'est pas définitif, que des médias parfaitement respectables peuvent être les bras armés de règlements de compte politiques, se drapant du beau rôle de défenseur de la vérité. Et c'est ça, cette limite, qui est extrêmement dangereuse. Pourquoi des médias considèrent que tel homme politique, ou tel autre homme politique, ou tel serviteur de l'État, fonctionnaire, ou tel autre, sont coupables avant d'avoir été jugés? C'est régulier. Mais c'est pas ça. Pourquoi on s'intéresse à ces gens-là et pas à d'autres? C'est la question qu'on a envie de poser systématiquement dès qu'on a une affaire comme ça. Quelles que soient ses opinions politiques, dès qu'on a une affaire comme ça, on se dit, attends, eh bien, ce que les gens doivent savoir, c'est que derrière tout ça, et je pense qu'il faut le dire, les médias sont comme les autres. Ils ne sont pas plus hauts que les autres. Les médias, c'est exactement la même chose qu'une entreprise, qu'un particulier, qu'une association, qu'un individu. C'est un organe qui peut être totalement influencé. Quand tu dis une entreprise, il faut faire du chiffre d'affaires, il faut vendre aussi. Mais au-delà, c'est-à-dire que dans la tête des gens, et quand je discute avec les gens me disent « Ouais, mais journal Ouah, émission Lan, c'est un bail qui est loin, où on l'est. » Non, il faut qu'on ramène les choses. Alors évidemment, il y a des journalistes qui vont rouiller de la bancard en disant « Non, on est au-dessus de la mêlée. » C'est faux, c'est faux. Les gens qui sont dans les médias sont des hommes et des femmes. Les gens qui sont à la tête des journaux, des magazines, sont des hommes et des femmes. Ils sont, a priori, je dis bien, a priori, ils sont honnêtes, ils recherchent la vérité, mais dans beaucoup de cas, ils sont des êtres humains. Ça veut dire en clair que derrière une affaire comme ça, il y a de la manip. Il peut y avoir de la manip, ok? Derrière toutes les affaires de déclenchement, Cahuzac, quand on prend... Je finis. Non, je finis. Non, ce Gérard, il a envie de dire deux mots. Non, j'ai fini. L'opinion publique doit savoir qu'il n'y a pas de presse sur un piédestal. Il faut oublier ça. Depuis, Zotkawa en bagaille dans le journal, c'est pas forcément la vérité. Oui. Mais en même temps, mais en même temps. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en fait, la presse, de manière générale, est en train de perdre sa virginité à cause, et je reviens pour taquiner Gabriel, à cause de l'éclatement des processus de diffusion de l'information.
C'est ça qui est terrible. Or, la respectabilité de la presse doit continuer, mais il ne faut pas que les gens puissent croire Déifient la presse. que c'est des dieux. Oui, Mike, c'est ça. Non, mais moi j'ai l'impression, peut-être, après, je me trompe peut-être, que la presse en tant que organe ou entité d'où descendrait l'information sur le bon peuple, il y a longtemps qu'elle a perdu sa virginité, son honneur et sa bonne réputation. Quoi. Et pourquoi, lorsque Mediapart sort un truc, Que tout le monde, c'est toute la presse ici qui reprend, qui relaie, qui brusquement est déchaînée. Sauf France Antilles. Toute la presse prend Mediapart et dit enfin nous allons parler de l'affaire. Poutillo pas qu'à aller avant Mediapart. Ouais. Et Bon, attends, ça dépend de ce que tu entends par parler de l'affaire. Ben attends. Cette affaire, on en parle depuis non. Et puis tu veux dire en faisant des trucs aussi fouillés. Avec les détails. Aussi fouillés. Mais non. Mais personne ici n'a été C'est ça la vraie aussi loin. question. Pourquoi aucun média n'a fait quelque chose d'a priori, aussi fouillé que ça? Pourquoi aucun média de Martinique Non, je vais te dire quel est le processus. n'a à ce jour fait quelque chose d'aussi Je vais fouillé t'expliquer que quel est ça? le processus. Oui. Parce qu'ils se sont rendus compte que les sources interlopes, pour prendre ton je sais pas. expression, qui ont été utilisées par Mediapart étaient des sources partisanes, étaient dans le conflit. Et qu'ils ont estimé, avec une certaine réserve, bon, s'ils peuvent commettre une erreur en annonçant une date de divorce qui n'existe pas, ou une accusation qui n'a pas encore été faite, mais qui était tout à fait plausible, que rentrer dans le détail et aller à ce point pour imputer des détournements, une faillite d'université, se tromper sur des concepts aussi importants que des fonds éligibles ou pas éligibles, enfin se planter à ce point, et ils ont estimé qu'il y a quand même un loup dans tout ça, parce qu'ils n'ont pas à l'épuiser auprès des communicants. Auprès des communicants. Auprès des communicants. Ce dossier, moi je pense que ce dossier, on l'avait. On l'avait. Quand tu dis ces propos qui sont développés, ils existaient. Sur la ruine, sur la faillite, sur les documents qui ont disparu. Quand tu dis ils ont estimé, ils c'est qui? Les journalistes ici. D'accord. Ils ont dit que non, on va attendre pour voir. En mon sens, ils ont dit que non, on va attendre. Est-ce que je peux quand même rappeler le processus qui est identique? Tant que le Canard enchaîné n'avait pas sorti une affaire sur Yann Monplaisir, etc., vous vous rappelez? Oui. Personne, dans aucun organe de presse, il y a eu les choses. Et une fois que le Canard a dit, la presse dit, le Canard enchaîné, attention, c'est pas moi, hein, c'est le Canard enchaîné qui a dit. Bon, ça, c'est une deuxième étape. C'est classique. Non, mais à ce moment-là, ils se disent, ça vrai. Si le papa journaliste blanc a fait ça, c'est vrai. Exactement. Voilà. Mais oui. C'est la raison pour laquelle. Vous dans la facilité. C'est la raison. Je dis pas que ça n'existe Ah pas. bon, d'accord. Non. Mais si c'est le Canard enchaîné qui l'a dit, tu veux qu'il dise quoi? Non, moi ce que je veux dire, en ayant des Pareil pour Mediapart. Non, en ayant les documents avant. Pour toi, dans l'exemple de Yann Monplaisir, etc., une partie de la presse martiniquaise avait les documents. Mais bien sûr, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Tout le monde connaissait l'endettement du groupe Monplaisir, tout le monde savait. Mais c'était aussi une façon de mettre les choses en situation qu'ils ne savent pas faire. Non. Bon, ben écoutez, quand on dit à un journaliste martiniquais que les documents comptables de l'université ont disparu, c'est quand même difficile à avaler quand on connaît un minimum de fonctionnement d'une administration quelconque, au ministère ou à la limite. Tu comprends? Il y a 4 endroits où les documents se retrouvent. Le service émetteur, parce qu'il y a des services. Ensuite, le centre de Guadeloupe, qui est le centre comptable, le renvoi. Chaque fois, il garde une trace. Donc, celui qui a fait la facture du balai qu'il a acheté, renvoie. Le service juridique, si c'est le service juridique qui a conservé la facture. Alors, tu sais, aller dire que là, on a perdu les documents comptables de l'université, c'est un peu gros à avaler. Tout le monde rigole au sein de l'université. On sait que c'est dans le cadre de combat, que c'est dans le cadre d'une polémique qui se fait, qu'on fait du buzz à l'intérieur. Mais on sait que c'est pas sérieux. Voilà un journaliste de Mediapart qui reprend ça comme pour acquis, alors que, bon, le journaliste, si elle l'a dit, donc il faut se dire, mais c'est vrai, c'est-à-dire que même le système intranet de l'université fait que ça a disparu. Donc là, pour rester dans le propos dédié, dans le tien et dans votre logique, là, la journaliste de Mediapart et Mediapart se sont fait les bras armés de qui? De quoi? Manifestement pas, enfin à vous entendre, hein, manifestement pas de la vérité. Donc c'était la deuxième option, c'était quoi déjà?
des sphères d'influence et des cancans. Voilà Faut que j'arrête de parler. Voilà pourquoi on t'a signé la diffamation. Voilà pourquoi on t'a signé la diffamation. Moi, je n'ai rien dit. Hein. Voilà pourquoi on t'a signé la diffamation. Gabriel dit quelque chose. Moi, du recul. Voilà pourquoi on t'a signé la question, diffamation. c'est, on est en train de parler du moment d'un truc très bien. C'est sorti chez Mediapart, ok. Apparemment, il n'y a rien de nouveau, d'accord. Mais moi, je me dis, si on s'excite autant, mais c'est qu'il y a quelque chose qui doit déranger. Mais si ça dérange, c'est la diffamation, c'est l'injure, c'est quoi? Moi, j'ai envie de dire, mais que font les conseils des gens mis en cause? Tu veux que je te réponde? J'ai posé une question. Je te réponds. Et tu me réponds à quel titre? Je te réponds. À quel titre? En titre de personne qui connaît le sujet. Non, on peut pas répondre. Il fait des avis sommés. Tu veux que je te Qui réponde? veut Comment s'appelle le journaliste de RTL là? Non. Bon, mais je vais te répondre. Non. Et puis on va clôturer l'émission. Tu as posé une question, je réponds. Je Je dis à Gabriel Tu Gagnon. permets que je finisse ce que j'ai à dire. Non, mais Tu l'émission- permets que je finisse. La lumière non, va ne fais venir, pas le c'est numéro. fini. Ou pas les pendant 3 heures là. On parle de ça, d'accord. Ceci étant, la vraie question c'est, Mediapart en a parlé, comme le Canard avait parlé de l'affaire Marie-Jeanne, et ça rebondit, tout le monde repense ça ici. C'est pas nouveau. Mais qu'est-ce que tu en penses? Attends, Gabriel? ce n'est pas nouveau. D'accord, là, on est tous d'accord dessus. On a des choix à faire. On parle ou on ne parle pas. Ouais. Nous, à France Antilles, on décide de rester que sur des éléments factuels, sur des faits, sur des choses précises. Pourquoi parler de 2 ou 3 personnes qui ont repris ça? Donc, quoi quitter au fait d'affaire. Oui, mais. Quoi quitter au fait d'affaire. Mediapart qui en parle, c'est pas un événement mineur. Ce qu'on fait là, ça s'appelle une caisse de résonance. Oui, c'est chaud, ça concerne, oui. Non, mais ça s'appelle une caisse de Mais résonance. c'est ce qu'on est, oui. Oui, non, mais une caisse de résonance. Est-ce que. On connaît, il y a une écriture, mais il n'y a pas. Il y avait une écriture, le Canard. La seule chose qui est intéressante, que j'aurais posé, est-ce qu'ici on peut le faire? Je refais le propos du début. Ici, une petite, beaucoup de machins, attention, on a ces difficultés. Ça veut dire qu'en fait, on a des journalistes qui ne vont pas à l'investigation, ou ne peuvent pas aller à l'investigation. Tout à fait. Et puis moi, je pose la question. La source qui va donner les éléments, qui va faire quelque chose d'énorme, tout un Mediapart, peu importe la couleur de la source, qui va donner à Mediapart, qui va le donner à l'autre, est-ce qu'elle va le donner aux journalistes martiniquais? Oui, Posons oui. la vraie question. Oui, mais C'est déjà arrivé. Oui, c'est arrivé. C'est déjà arrivé. Ben, c'est arrivé trop peu souvent pour qu'on puisse dire, en réalité, eh bien, il y en a qui peuvent se confier à des médias qui ont beaucoup plus de rayonnement, plus de poids qu'un journal local. Bon, alors, non, Gabriel, Eddy, D'accord. l'émission Progressons. L'émission est s'arrête. largement dépassée. C'est temps. Hein. Et pour répondre à ta question, Non, elle est dépassée, l'émission. Mediapart sera assigné en diffamation. Voilà. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir messieurs. À bientôt.